Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal spécial consacré aux états généraux de la décentralisation. Au deuxième jour des travaux, les participants ont été répartis dans différents groupes thématiques. Un espace qui a permis aux uns et aux autres de faire des propositions par rapport à l'amélioration des textes régissant la décentralisation. C'est Bourama Traoré et Adama Diakité qui nous en parlent. Au deuxième jour des états généraux de la décentralisation, le rôle des autorités traditionnelles dans la gestion locale est passé au crible. Si la réussite de la décentralisation dépend en partie de l'implication de tous les acteurs, il convient aujourd'hui de clarifier le rôle et la place des chefs traditionnels dans ce processus. C'est du moins la conviction de la présidente du conseil des cercles de Tessalit. Avant, un chef de fraction, c'est lui le responsable de sa communauté. Il est le responsable de tout ce qui se passe dans sa communauté. Mais il y a quelque temps, avec l'avenue de la décentralisation, il semble être ignoré. Et c'est d'autres personnes qui travaillent avec sa communauté sans lui. Donc moi, je pense aujourd'hui que tous les problèmes que nous connaissons, cela a contribué à cela. Parce que le chef de fraction ou le chef de quartier ou le chef de village, c'est les premiers représentants de l'État sur le terrain. Quand ceux-ci sont mis à l'écart, moi je pense que beaucoup de choses resteront sans être claires. Cette clarification permettra surtout de mettre fin au conflit de leadership constaté souvent dans la gestion locale, conflit entre chefs traditionnels et élus locaux. Je parlerai plutôt d'un problème de méconnaissance, parce que moi je sais que je suis élu à la base, mais je sais aussi que je suis élu parce que la population pense que je peux faire leur développement, je peux les aider dans le développement. Mais le rôle du chef de quartier, le rôle du chef de fraction, moi je sais que je ne peux pas le faire. Il a un autre rôle auprès de la population et puis il a un crédit auprès de cette population. Donc moi je pense qu'il faut juste se comprendre, il faut s'asseoir et redéfinir les rôles de chacun. Quant au coordinateur des chefs de quartier de Bamako, il plaide pour la valorisation du mécanisme traditionnel de gestion des conflits, une nécessité pour réussir le pari de la réconciliation nationale, selon Bamoussa Touré. En tant que premier leader communautaire, nous pensons que nous sommes très écoutés, nous connaissons les uns et les autres, nous savons donc par quel bout chaque fois il faut prendre les débats pour que les gens puissent en arriver à un point commun. Je pense que c'est vraiment le travail des autorités traditionnelles de tous les jours. Alors, notre implication dans ce débat de reconstruction nationale est quelque chose qui était attendu et qui vient également en son temps. Nous avons les capacités nécessaires, et justement en tant que chef traditionnel, pour pouvoir réussir l'unité au niveau de la communauté, de la collectivité et réussir également l'unité nationale. Et Bamoussa Touré de poursuivre que les vivre ensemble se conjuguent aujourd'hui à l'impératif afin de préserver l'unité séculaire du Mali. D'un thème à un autre, cette fois-ci, intéressons-nous au sujet portant sur les questions de réorganisation et de découpage territorial en lien avec l'approfondissement de la régionalisation. Un sujet traité par Mohamed Diarra et Adama Diakité. L'aéropage des panélistes en disait long sur l'importance et la pertinence du thème. La réorganisation territoriale en lien avec l'approfondissement de la régionalisation. Deux experts se sont entretenus avec les participants pendant toute la journée. Il s'agit de Bassirou Koulibaly, directeur général de l'administration du territoire, et Adama Sissouma, directeur général des collectivités territoriales. Le premier orateur a fait l'historique du découpage administratif. Selon Bassirou Koulibaly, l'organisation administrative de notre pays se décline en 3 périodes. De 60 à 77, c'est une étape de la réorganisation territoriale qui a été effectuée. Et à l'époque, la République du Mali était organisée, bien sûr, on a défini les régions, les cercles, les arrondissements qui sont substitués aux subdivisions. Mais après 1977, de 77 à 81, là aussi il y a une étape de la réorganisation administrative qui a été opérée. Là vous vous souvenez aussi qu'il y a eu de nouvelles régions, de nouveaux cercles et de nouveaux arrondissements. Et à partir de 91, bien sûr il y a eu une nouvelle réorganisation et la région de Kidal a vu le jour. Donc voilà les grandes étapes de la réorganisation administrative qui a été opérée dans notre pays. Un vaste programme de réforme de la décentralisation était en cours, auquel les événements de 2012 ont donné un coup d'arrêt. Les lois sont déjà votées. L'État doit accompagner les collectivités.
partout, il faut affirmer la représentance de l'État. Et c'est pourquoi le pôle politique a été amené justement à décider un nouveau découpage. Et ce nouveau découpage est en gestation. Il y a eu 2 lois qui sont intervenues en 2012 qui a créé 19 nouvelles régions. Vous vous souvenez, il y a 19 nouvelles régions qui sont créées. Il y a aussi la composition des régions de Taoudeni, Menaka, Kidal, Gao, Tombouctou, Niafunke, en cercle, en arrondissement. Là aussi, cette réforme a été opérée. Et là, ça va faire une deuxième étape, c'est-à-dire la répartition, la création. Il faut préciser les cercles et les arrondissements des autres régions qui existent au centre et au sud. Cette nouvelle réforme en cours aura suscité beaucoup de débats. Des débats assortis d'une multitude de propositions. Il faut amener la gestion de la communauté auprès d'elle-même, plus proche d'elle-même. Donc c'est une très bonne chose, mais il y a les conséquences aussi. Il faut les préparer. Il ne faut pas les prendre à la légère, surtout dans une zone où il y a des diversités socio-culturelles. De 90 à maintenant, Kidal est devenu un vrai centre urbain. De la même manière, nous pensons que c'est très intelligemment que le Mali peut, en créant autant que possible, en découpant autant que possible par mini-morceaux, presque tout l'espace du nord du Mali, en les érigeant ou en région, ou en cercle, ou en commune. C'est ainsi qu'on peut facilement, sans trop d'efforts, réussir le développement. De l'avis donc des intervenants, il est inéluctable d'aller vers ce nouveau découpage administratif, compte tenu de l'immensité du Mali. Le nord du Mali est très vaste. Si l'État n'est pas proactif, ne prend pas les dispositions pour faire en sorte, par exemple, que cet espace soit peuplé, et la seule façon de peupler les espaces du nord du Mali, c'est de les ériger en entités administratives. Mais cette érection en entité administrative doit tenir compte de la composante socio-démographico-ethnique. Le découpage, c'est une des solutions. Parce que quand vous regardez le Mali, quand vous regardez l'immensité du territoire, ce territoire immense, il faut obligatoirement découper pour rapprocher l'administration des administrés et pour occuper le territoire. Il faut occuper le territoire pour pouvoir le sécuriser. La seule inconnue réside dans les mesures d'accompagnement que l'État mettra en œuvre. Les mesures d'accompagnement, vous savez, c'est un programme pluriannuel. C'est un programme pluriannuel. L'État va se donner les moyens d'accompagner la création de ces nouvelles entités. Donc, ce seraient des programmes décennaux qui seront effectués avec un accompagnement financier, bien sûr, un accompagnement technique, un accompagnement de tous ordres pour essayer que ces collectivités, en tout cas ces circonscriptions administratives puissent voir le jour. Il va sans dire que quand la circonscription région existe, la circonscription cercle existe, son pendant, c'est que la collectivité région va être créée, la collectivité cercle sera créée et la collectivité commune aussi verra le jour. À l'issue donc de cette journée, la glace de la méfiance semble être brisée entre la tutelle et les collectivités. L'épineuse question du financement des collectivités territoriales en lien avec l'augmentation de la part des ressources publiques passant par les collectivités a été également abordée lors d'un atelier. Reportage Abdul Karim Kaba. Le transfert de compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales est une étape déterminante dans la réussite du processus de la décentralisation. Les partenaires, les élus et les services en charge de la question des financements prennent part à cet atelier 5 des assises sur les états généraux de la décentralisation. Les collectivités territoriales doivent leur financement à 3 sources principales qui sont le budget d'État, les recettes propres des collectivités et l'aide extérieure. Aujourd'hui, ce qui est recherché à travers la présentation de cette thématique, c'est de voir un peu l'état des lieux, donc en termes de financement des collectivités. Où est-ce qu'on en est? Et en posant l'état des lieux, ça permet quand même aux acteurs, aux participants des états généraux par rapport à la décentralisation, d'avoir une vision large sur la situation actuelle et par rapport à cette situation, voir les insuffisances et faire des propositions pour des perspectives d'avenir. Mais aussi, il y a un aspect important, c'est la fiscalité locale.
puisque la décentralisation, il faut éviter de ramener le tout au transfert de l'État. Il y a eu des transferts fiscaux et il y a des potentiels au niveau aussi des collectivités par rapport à la fiscalité. Il faut identifier ces potentiels et travailler aussi à mobiliser aussi ces fiscalités locales et mettre au service du développement local. Tous les acteurs sont unanimes qu'il y a des difficultés dans le processus de financement et le recouvrement des taxes et redevances. Il y a des domaines, je dirais, qui peuvent être aujourd'hui explorés. Je pense notamment au système d'allocation des ressources. Il y a des choses qu'il faut simplifier. Je pense que le système d'allocation aujourd'hui est un système qui fait intervenir pas mal d'administrations. Il peut être encore simplifié de manière à ce que les transferts de l'État puissent être faits avec une célérité qui est beaucoup plus rapide que ce qu'on pense aujourd'hui. Et puis il y a aussi dans le domaine des acteurs, on a parlé de gouvernance, il y a également des progrès à faire. Dans le domaine également de la fiscalité, je pense qu'il y a des dispositifs aujourd'hui qui ont besoin d'être améliorés. Continuer à renforcer les capacités d'investissement des collectivités territoriales, continuer à renforcer leurs capacités techniques en matière de gestion et de maîtrise d'ouvrage. Et pour cela, par rapport aux 4 défis, le premier défi, c'est la prépondérance des fonds spécifiques. Maintenant, pour ce qui concerne la prévisibilité des recettes, nous en sommes conscients. Ce dossier est en rapport avec la Direction générale des collectivités territoriales. Nous sommes en train de mettre en place le contrat plan, contrat projet État et région pour permettre donc de mettre un peu de visibilité dans les ressources. C'est le contrat plan qui vont avoir une durée minimale de 3 ans. Donc, qui permet aux collectivités d'avoir des informations sur les ressources qu'elles auront à mobiliser dans les 3 années à venir. À la sortie de l'atelier, les participants devront faire des propositions en guise de recommandations en vue de trouver des solutions idoines à la problématique des ressources des collectivités territoriales. Revenons à présent aux activités d'hier. Lors de la plénière, il est apparu que ces assises doivent permettre aux collectivités, aux services déconcentrés de l'État, à l'administration et à leurs partenaires locaux d'aplanir leur incompréhension sur les textes régissant la décentralisation. Et plus précisément, les questions relatives à la gestion des compétences et des ressources financières dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'hydraulique. Reportage, Lamine Tchekoura Koulibaly, Tchèdje Kamara. L'éducation, la santé et l'hydraulique sont les domaines de compétences transférés aux collectivités. Mais très souvent, des incompréhensions surgissent entre les acteurs et les partenaires sur le terrain. Nous gérons à distance le personnel enseignant, puisqu'on n'est pas impliqué dans les mutations, on n'est pas au courant des mouvements. Pour une mutation, par exemple, c'est un comité qui a été institué par un arrêté interministériel qui dit comment un enseignant est muté. Mais pour le mettre en congé, le maire peut prendre la décision. En sa qualité de représentant de l'État dans la circonscription, le préfet joue le rôle de tutelle. C'est lui qui procède à l'arbitrage sur le terrain. Souvent, il y a certaines collectivités qui pensent que les services déconcentrés de l'État sont automatiquement mis à leur disposition, pendant que pour solliciter, pour bénéficier de cet appui conseil, il faut en formuler la demande. Et la formulation est annuelle. Si les opinions tantôt s'opposent, tantôt elles composent dans leur appréciation des niveaux de compétences réellement transférés. On ne peut pas gérer la santé en dehors du médecin. Mais la collectivité peut concevoir ce que je souhaite que ce soit fait comme ça au sein de ma commune. On est moins satisfait au niveau de l'éducation qu'au niveau de la santé. Au niveau de la santé, nous sommes pleinement responsables de la gestion des structures de santé qui nous ont été transférées. Le domaine de l'hydraulique, c'est un domaine qui consomme énormément d'argent. C'est un domaine qui ne peut pas fonctionner non plus sans la mise à disposition des techniciens. C'est progressif. Les exemples que vous venez de choisir, ce n'est pas la même chose. L'hydraulique est naturellement transférée, mais les compétences à cette matière sont suffisamment exécutées déjà avant le transfert. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a demandé au maire? C'est de veiller sur la fonctionnalité des points d'eau. À ce titre, ils doivent mettre des organes de gestion autonomes qui leur rendent compte. Et également prendre des initiatives pour faire de nouveaux forages là où il en est des besoins. Mais ça coûte cher et la technicité exige
la compétence d'autres structures qui ne sont pas généralement jusqu'au niveau de la commune. Tous saluent la tenue des États généraux de la décentralisation. Ils donnent l'occasion de s'écouter et de clarifier les textes. Un nouveau départ en vue. Les collectivités doivent se donner les moyens pour un contrôle citoyen plus accru, en initiant des textes qui leur permettront d'interpeller dans les circonscriptions administratives les représentants de l'État, notamment sur les questions du budget. Le sujet a intéressé Lamine Tchekoura Koulibaly, suivant son reportage. La réorganisation et le découpage territorial en relation avec l'approfondissement de la décentralisation est un thème majeur des États généraux de la décentralisation. La réflexion sur le sujet s'est imposée à la lumière des récents événements au nord du Mali. Si on tient compte du contexte de la crise, il faut, ma foi, le dissocier. Il n'est pas forcément lié au découpage. Le découpage, pour moi, aujourd'hui, à 80-90%, il est bon. Un nouveau redécoupage, si c'est fait sur la base d'un consensus national, ça peut alléger le dispositif, rapprocher davantage l'État et l'administration aux usagers. Beaucoup pensent qu'en décentralisant excessivement, on affaiblit l'État. Je crois que c'est une mauvaise querelle. J'ai un théorème qui dit qu'un État fort est un État fortement décentralisé. Si la décentralisation consiste à donner le pouvoir aux gens pour qu'ils décident de leur propre sort, alors il n'y a pas de limite à la décentralisation. Dans les échanges en plénière, plusieurs autres sujets ont été abordés, mais pas débattus. Ils ne le seront que dans les ateliers. Transfert des compétences et des moyens aux collectivités, place et rôle de la femme, la prévision d'un traitement salarial pour les maires ou encore l'instauration de l'élection des préfets et des gouverneurs de région. Je suis contre l'élection. Faisons déjà ce que nous devons faire. Si j'entendais ici, faisons des aménagements si ceux-ci n'existent pas, pour que les textes donnent le droit au conseil communal, au conseil de cercle, à l'assemblée régionale, de faire des interpellations comme l'Assemblée nationale fait des interpellations du gouvernement et de ses ministres. Essayons d'abord d'avoir des dispositions pour renforcer le contrôle citoyen avant d'aller vers des élections tous azimuts. Pendant les travaux, la question de l'assainissement a été également au centre des préoccupations. Nous vous proposons à présent d'écouter Aïdara Marie-Louise Silla, responsable du groupement de femmes à Mopti. Elle est au micro de Lamine Tchekoura Koulibaly. Dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes, nous sommes des acteurs, actrices de nos communautés. Et par rapport à cela, nous sommes collaborateurs et aux responsables des collectivités et à l'État. Et nous sommes aussi collaborateurs des chefs de villages et quartiers qui sont les plus sollicités pour le développement de la communauté. Ce qu'on veut concrètement, c'est des transferts de compétences, mais dans le sens technique, pas dans le sens des finances. Nous voulons que l'État pense à décentraliser les techniciens jusqu'au niveau de la base. Les propositions que nous avons pour cela, c'est que l'État revoie la position des chefs de village et des chefs de quartier. Nous pensons qu'ils sont affaiblis quelque part. Ils sont affaiblis, ils n'arrivent pas à émerger. Si vous demandez aux responsables des collectivités, ils vous diront qu'ils représentent l'État. Le chef de village, le chef de quartier représente l'État. Si l'État est là, l'État dit que le chef de quartier, le chef de village représente la communauté. Il faut que les relations soient saines, il faut que les relations soient fixes et que chacun sache à quoi s'en tenir par rapport à son rôle. Alors là, les communautés vont émerger. Alors, quelle est la conséquence de cette situation sur votre travail? On n'est pas mobilisé. Vous serez étonné de voir un fonctionnaire qui est dans un village ou un quartier pendant des années, il ne connaît pas le chef de quartier. Quand vous lui demandez d'aller voir le chef de quartier pour connaître sa situation, il vous demandera qui est le chef de quartier. Il faut que ça là, qu'on fasse cela. Il faut qu'on donne une étiquette au chef de quartier, au chef de village, parce que c'est le collaborateur direct. C'est eux qui sont entre nous et le maire.
Si le maire a besoin de la communauté, c'est le chef de quartier, le chef de village qui nous mobilise. Mais si cela ne se fait pas, la mobilisation laisse à désirer. En termes d'acquis, il y a eu beaucoup de formation d'abord des élus. Ensuite, il y a eu des investissements au niveau de nos collectivités et cela a donné d'ailleurs même un certain statut aux élus de la région de Kidal qui, à mon avis, ont développé des compétences, ont développé des partenariats avec l'extérieur, des partenariats même entre des régions du sud et des régions du nord. Je pense qu'en termes d'acquis, il y a eu beaucoup de choses. En termes de suffisance, je pense que c'est comme les autres localités au sud du Mali. Je pense que le transfert a été fait de compétences, mais les ressources n'ont pas suivi à suffisance. Je pense que ça, c'est le plus gros étranglement. Deuxièmement, la région de Kidal est très vaste, 261 000 km² pour 80 000 habitants. Vous voyez un peu. Et la difficulté qu'on a, c'est que la région est tellement immense que si vous faites aujourd'hui un investissement, il n'est pas visible immédiatement parce qu'il se répartit dans l'espace. Et ça, c'est un problème. Et c'est ça qui fait que souvent on dit qu'on n'a rien fait à Kidal. Mais en réalité, on a fait, mais dans un espace très grand. Les besoins sont tellement immenses qu'ils dépassent aujourd'hui, c'est-à-dire l'immensité de la région fait oublier aujourd'hui la densité, c'est-à-dire la population. On est 5 à peu près, on est 5 personnes par km². Il y a un besoin, des grands besoins en matière d'eau. Chacun veut aujourd'hui avoir son point d'eau, chacun veut avoir son éclairage, chacun veut avoir... Non. Souvent, on a un problème chez nous, ce qui est le problème aujourd'hui de collectivité, c'est-à-dire les gens sont trop individualistes dans notre milieu. Donc, ils n'ont pas le sens du collectif. C'est ce qui fait que chacun veut avoir son projet, chacun veut avoir son investissement. Bien sûr qu'il y a, comme je viens de le dire, il y a des lacunes. Il y a des lacunes parce qu'aujourd'hui, si vous prenez la ville de Kidal, elle n'est pas autosuffisante en matière d'eau. Et ça, c'est bien avant la crise. Et après la crise, aujourd'hui, on n'a pas d'eau. Elle est autosuffisante en matière d'électricité. Mais avant la crise, elle était autosuffisante en électricité. Nous avons même l'électricité à revendre dans la ville de Kidal avant la crise. Ça, c'est très important. En matière d'éducation, on avait une couverture suffisante avant la crise. En matière de santé, nous avons une quinzaine de CESCOM fonctionnels qui sont très importants. Je parle de ce qui a été transféré. C'est très important. L'éducation, l'hydraulique et la santé. Donc, mais après la crise, on est retourné 20 ans après. Aujourd'hui, être opérationnel sur le terrain, c'est vraiment, en termes de vérité, on n'est pas opérationnel. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, pour être opérationnel dans une zone comme Kidal, il faut avoir aujourd'hui la possibilité de se mouvoir. Or, on n'a pas la possibilité de se mouvoir à Kidal aujourd'hui. On a la possibilité de se mouvoir, même à l'intérieur de la ville de Kidal, c'est un problème pour se mouvoir. Donc, il y a des axes qui nous sont bien définis, il faut le dire directement, pour des raisons de sécurité, pour des raisons, souvent, on veut respecter certaines règles. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas aller quelque part, c'est pour éviter, aujourd'hui, comme l'État est en train de chercher des solutions pour la crise. Je peux dire dans la région de Kidal, je ne peux pas dire dans le nord, mais aujourd'hui dans la région de Kidal, nous sommes obligés d'aller avec aujourd'hui ce que l'État est en train de faire, c'est-à-dire ne pas provoquer certaines situations. Nous allons chercher des solutions alternatives aujourd'hui, des solutions pour que demain, quand il y a l'accord définitif, que ces gens puissent savoir que ça c'est le domaine de l'État, ça c'est un domaine public et que le domaine public est réservé au public. Je pense qu'on va aller tout doucement et je pense que les autorités nationales, internationales qui sont sur place sont en train de chercher les solutions idoines parce que n'oubliez pas qu'on est entre nous, on est entre frères maliens. Il y a déjà des actes qui sont posés qui nous donnent confiance aujourd'hui que tout ce qui est en train de se faire et ce qui va se faire, en tout cas, va être... il y aura une mise en œuvre de tout ce qui va se faire. Déjà, on nous a informé que nous allons restituer
Ça, c'est très important. Au niveau des régions, il y aura une restitution des assises au niveau des régions avant même les assises nationales sur le Nord. Et ça, c'est très important. Ça nous permettra, nous, en tant que LI, de faire des débats régionaux et locaux et qui vont servir, parce qu'en réalité, c'est un enchaînement, qui vont servir aux assises du Nord. Si vous regardez un peu, la décentralisation, les États généraux sont déjà des bases pour les assises du Nord, ainsi de suite. Je pense que c'est très très important qu'on puisse aller restituer et cela va aujourd'hui réconforter la population pour dire qu'il y a un changement et que la mise en œuvre de la décentralisation, c'est-à-dire la nouvelle décentralisation et la mise en œuvre en marche. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition spéciale. Merci de votre constante fidélité. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, pour le dernier numéro du JT spécial. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.